Eh ben, merci d'être tous présents. Donc, je vous présente Monsieur Rémi Offray-Privel, qui nous fait l'honneur de venir de Paris à Poitiers pour nous présenter un petit peu le TIG tel que par la SNCF. Et il me disait d'ailleurs que les techniques de TIG, les alternatives au PEN organisées par la SNCF et en collaboration avec la SNCF, qui est une entreprise publique, est un enjeu intéressant dans le management public. Donc je lui ai dit, ben, c'est très bien, tu vas nous le présenter à l'université, puisqu'effectivement, dans le cadre du management public, on y inclut la collaboration des entreprises publiques au service public et notamment au service public du SPIP, de l'insertion, de l'approbation et des peines alternatives. Monsieur Offray est donc chef de projet ADEV TIG, groupe SNCF. Il est expert stratégie Europe internationale de l'UNSA ferroviaire et il est vice-président du Conseil des métiers ferroviaires et commission transport du Césaire Île-de-France. Il a fait une longue carrière de cheminot qu'il a maintenant quitté et il a aussi été numéro 2 d'un important syndicat cheminot. D'ailleurs, vous avez probablement dû le voir à la télé il y a quelques temps, notamment la crise des retraites où effectivement il a beaucoup négocié. Bah, Rémi, sans plus tarder, après t'avoir remercié, je te transmets la parole et puis c'est à toi de nous présenter donc ton sujet sur le TIG, donc le travail d'intérêt général à la SNCF. Si tu veux faire défiler la brochure, c'est en bas que ça se passe. Merci encore. Alors, la justice réparatrice. Mais tout d'abord, je voulais vous dire, quand nous entendons justice, pour ma part, je repense à Alain, pour ceux qui le connaissent, celles et ceux qui ne le connaissent pas, Émile Chartier, philosophe du XXe siècle. Lui, il disait, la justice n'existe pas, il faut la faire. Alors en proclamant cela, il nous dit que le droit, c'est certes l'égalité. Mais pour l'appliquer et faire la justice, il faut un engagement de soi, des autres, de tous. Il s'agit donc d'un idéal, car ce qui est perçu juste varie selon le temps, les époques et les gens. C'est un effort, une volonté et, je répète, un engagement. Nos institutions de justice peuvent être faillibles. C'est pour cela que le citoyen doit être vigilant. Chacun est donc concerné, sans exception, sauf à prendre le risque d'être injuste et d'accepter les injustices. Mon alerte philosophique et politique émerge de la formule d'Alain. Elle paraît exclamatoire et un peu théâtralisée. Je vais illustrer par des chiffres une histoire puis un exposé du titre de mon intervention en terminant par des solutions pratiques pour nous ancrer dans la réalité. La délinquance, comme la justice, sont des sujets très souvent utilisés dans le débat politique et produit des déclarations toujours tonitruantes. Elles sont riches de mots, de la part des ressources budgétaires. Les lieux communs, la démagogie et les hypocrisies sont foisonnants sur ces sujets. La France serait donc un pays très laxiste en la matière. Pourtant, les chiffres sont là, non contestables. Les homicides sont stables, les cambriolages sans violence n'augmentent pas. Bonsoir, on n'entend rien ici en distanciel. C'est bien dommage. Mais les violences intrafamiliales représentent un détenu sur 3. Triste constat. Chacune et chacun d'entre nous, nous risquons plus le danger au sein de notre environnement proche. Quant à la faiblesse des juges, elle n'existe pas vraiment. Et il m'appartient de vous l'expliquer. Alors ces juges soi-disant laxistes ont prononcé 100 000 peines fermes en 2020 et 130 000 en 2023. La moyenne des peines est passée de 9 mois à 10 mois en 3 ans. Où est le laxisme? Il faudrait donc emprisonner. Côté surpopulation des prisons, la France est la honte de l'Europe. Condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à 20 reprises. Médaille d'or. On ne fait pas mieux en
Notre coefficient, Oh là là. notre, oui, oui. On Notre n'entend rien du coefficient, tout. notre coefficient, c'est 111 détenus pour 100 000 habitants. En Scandinavie, J'ai c'est 2 fois l'impression qu'elle moins, parle toute seule. Hein. 1,60. Et en Allemagne, c'est 67 pour 100 000. Il y a 50 ans, la Moi non France plus, je avait n'entends pas 4 grand-chose. Hein. Aujourd'hui, plus de 80 000 détenus. Moi, j'entends absolument rien du tout, en fait. Ça sera mieux. Je vais devoir manger le micro pour qu'on m'entende. Ah, ça c'est un peu mieux. Merci. Décidément. Il faut donc toujours une voix forte pour être entendu. Et donc, je vous le disais, 80 000 détenus pour 62 000 places, 129% de taux d'occupation et 150% dans les maisons d'arrêt. On parle de surpopulation dès 1966. Alors, quelle solution? Quelle solution au pluriel? Premièrement, construire des prisons. Nous en sommes au 6e plan depuis 1987 et nous vivons une course entre nombre de détenus et places de prison. Deuxièmement, réguler par des sorties par anticipation avec bracelet électronique ou pas, se pose la question du suivi. Troisièmement, instaurer un numerus clausus dans les places de prison. On ne pourrait incarcérer qu'en libérant la place. Quatrièmement, la justice réparatrice qui peut éviter des courtes incarcérations et réparer les dommages causés à la société. Petite histoire. Nous sommes le 28 janvier 1989. Aucun d'entre vous n'était né. J'en conviens. J'aurais peut-être dû me faire greffer un micro dans la bouche. Il est 18h30. Janvier 89, il est 18h30. Vous n'existez pas. La nuit est presque totalement tombée. Imaginez le cadre. Dans la petite bourgade de Rion, sous-préfecture du Puy-de-Dôme, nous sommes bien en province, sur la route nationale 9. Un jeune homme, 22 ans, à peu près votre âge pour la plupart, à 2 ans près, 3 ans peut-être. Il s'apprête à tourner au volant de sa petite Renault 5, pour ceux qui ont une tendance au vintage. Le feu est vert. Il s'engage pour tourner à gauche, direction le village de Marsat. Il n'a pas vu la moto et ses 2 passagers qui roulent à grande vitesse au sortir de Rion et du virage de la 2x2 voies qu'est cette route nationale 9. Alors le choc est très violent. La moto s'encastre dans la Renault 5. Les 2 passagers du 2 roues sont projetés de chaque côté de la chaussée. Le jeune conducteur sort de son véhicule hébété, mais conscient, et va vers les personnes blessées au sol. Rapidement, les secours arrivent, les motards sont grièvement blessés, mais fort heureusement, leur jour, malgré de nombreuses fractures, ne semble pas en danger. Le conducteur est escorté jusqu'au commissariat de police de la ville de Rion. Il émet le souhait de téléphoner. Un policier lui répond « Ici, on n'est pas aux États-Unis. » Bonjour l'ambiance. Prise de l'alcoolémie, positive. Le futur jeune prévenu donne le nom d'un avocat, bâtonnier du barreau local qu'il connaît de réputation. Un jeune avocat parviendra au commissariat moins de 2 heures plus tard. Le conducteur, dès lors, devient un prévenu, incarcéré en cellule de dégrisement tout le week-end. Le lundi matin 30 janvier 1989, il est présenté devant le juge d'instruction de permanence au tribunal d'Orion. Aux côtés de son avocat, il s'assoit devant le bureau du juge. L'atmosphère est grave, imaginez. Une greffière est devant sa machine de traitement de texte. Nous sommes en 1989, toujours vintage. Le jeune présente ses excuses.
Son avocat explique le caractère forcément exceptionnel de cette situation pénible. Sans aucun antécédent judiciaire, disposant d'un environnement familial très stable, d'un emploi durable, d'activités associatives montrant sa parfaite intégration sociale et économique. En moins de 5 minutes, un mandat de dépôt pour détention provisoire, s'il vous plaît, dit-il à sa greffière. Le jeune prévenu est interloqué, son avocat prend soin de lui dire quelques mots. Décidément, vous n'avez pas de chance. Il y a eu un très grave accident de la route mortel avec délit de fuite il y a 15 jours à peine, et le juge d'instruction est motard lui-même. Les événements semblent s'acharner sur lui. Le jeune conducteur sera bientôt détenu et il se sent comme une plume aspirée dans une spirale nauséabonde descendante. On lui passe les menottes et on le mène à la maison d'arrêt d'Orion. Il apprendra plus tard que ce fut l'un des lieux de résidence de Pierre Mendès France et Léon Blum en 1941 pour le procès unique d'Orion engagé par la dictature de Philippe Pétain. Pour le moment, il ne pense pas à l'histoire de France, mais à la sienne. Et cela l'inquiète. Arrivé à la maison d'arrêt, les gardiens l'escortent jusqu'à l'entrée de la cellule, appelée un atelier. Première surprise, il ne s'agit pas d'une petite cellule, comme on peut tant en voir dans les films et séries. C'est une grande pièce d'environ 70 à 80 mètres carrés qui accueille 14 détenus. À noter, une vitre brisée dans l'atelier. Il fait moins de 10 degrés dehors. Je vous rappelle que nous sommes fin janvier 1989. La pièce dortoir est à l'étage. Il s'assoit et observe. La moyenne d'âge est plutôt basse, entre la vingtaine et la quarantaine maximum. Un premier détenu de la communauté manouche s'approche et engage une conversation avec lui. « Tu es là pourquoi ? Accident de voiture. »« Ah ben mince alors !» dit l'autre. Ce premier contact est fébrile et le co-détenu sort un papier de sa poche qu'il déplie en interpellant le petit nouveau. « Tu as vu ça, la juge ? Elle m'a mis direct en provisoire, la salope. » Et tout en agitant son feuillet, le jeune lit les causes, agression physique avec arme, couteau, et une mention majuscule surlignée en jaune, individu particulièrement dangereux. Alors, réflexe de survie et réplique immédiate du très jeune détenu. Il acquiesce la remarque en répétant l'insulte pour marquer sa solidarité naissante de tôlard. En prison, les premières minutes sont essentielles pour l'intégration. Le premier instant vous classe, et il passe une seule fois. Ne pas montrer de faiblesse, surtout pas. La tôle, même en provisoire, est un monde où le respect s'acquiert par l'attitude. La justice, elle est à la porte de l'atelier. Se protéger soi est un réflexe immédiat. Il passera 10 jours entiers en détention provisoire. 3 anecdotes le marqueront durablement. La première, elle est positive. Ce sera quelques discussions avec un détenu particulier dans ce groupe hétérogène. Petite quarantaine, séduisant, même assez classe, il lui expliquera qu'il est braqueur de banque, comme un métier. Il a obtenu une licence d'anglais en séjour carcéral. Il s'enorgueillit de ne jamais avoir à tirer un coup de feu sur des gens ordinaires, clients et employés des banques, durant ses braquages. Notre jeune détenu comprend qu'il existe des classes en prison. Le braqueur est plutôt considéré comme niveau supérieur. Cela se remarque par les regards et les approches respectueuses des autres détenus à son égard. Il existe bien une forme de hiérarchie en détention. Second événement, un autre prisonnier demande au jeune, lorsqu'il sortira, de faire passer un message dans un bar clermontois pour ses trafics, tout en le menaçant. Élément prouvant aussi que la prison peut fabriquer et ou compléter une évolution vers un parcours délinquant. Les opportunités de récidive par la case prison sont très nombreuses. La troisième anecdote est une menace de viol
la veille de sa libération. Même en restant au stade oratoire, vu l'environnement, c'est très anxiogène sur l'instant et les heures qui suivent. Décidément, le magistrat instructeur n'était pas du tout conciliant. Il exprima même une forme de mépris à l'endroit du jeune prévenu en acceptant de délivrer la levée d'écrou seulement vers 16h30 et en contrepartie d'une caution représentant près de 4 mois de son salaire. Cet horaire tardif empêcha l'avocat de notre primo-délinquant de faire libérer son client le jour même, 17h étant l'heure limite de réception du document libératoire à la maison d'arrêt. Grâce à ça, il passera une nuit supplémentaire. Il fut libéré le lendemain, en fin de matinée, mercredi 8 février 1989. 2 ans et demi plus tard, sa condamnation tint compte de sa détention provisoire et de sa parfaite intégration sociale et économique. De nombreux certificats de moralité furent aussi produits. Côté jugement définitif, son permis de conduire fut conformément à la loi annulé. Une peine avec sursis fut prononcée. Fait essentiel pour la réinsertion, il fut demandé de ne pas inscrire la peine définitive sur le feuillet 2 du casier judiciaire. Sage précaution, car entre-temps, au sein de son entreprise, le responsable RH émettait l'idée d'exiger le jugement complet. Vous savez que le feuillet 2 peut être exigible par votre employeur. Son objectif, sanctionner une seconde fois le jeune salarié par une radiation ou pire, au pire, ou une mutation dans un poste détesté et refusé par tous et éloigné de tout. Bref, une peine civile professionnelle s'ajoutant à la première prononcée au nom du peuple français, donc celle-là, juste. C'était il y a bientôt 35 ans. Vous avez compris, ce détenu de 22 ans, c'était moi. Alors, tournez-vous sur votre gauche. Tournez-vous sur votre gauche. Puis sur votre droite. Regardez devant vous. Il y a quelqu'un. Puis derrière vous, juste au-dessus. Alors, parmi les 4 visages, j'espère que vous en avez vu 4, que vous avez regardés, il y a un consommateur régulier de cannabis. Désolé, je vous ai trouvé. Et j'ajoute que sur les 4 étudiants que vous avez rapidement observés, 1 sur 4 a probablement sollicité un remboursement de psychotropes. Ce sont des chiffres nationaux. Peut-être qu'à Poitiers, c'est plus modéré, mais je parle en statistiques nationales. Et pour en rajouter, près de 6 jeunes sur 10 ont déjà perdu le contrôle d'eux-mêmes au moins une fois au cours des 12 derniers mois, du fait de leur consommation de substances diverses et variées. Autant dire que la consommation non maîtrisée augmente le risque de danger pour soi et de nuire aux autres, temporairement ou mortellement. Alors, j'en conviens, mon histoire personnelle est une histoire banale. Je ne vous invite pas à la suivre. Dans une problématique de délinquance, à l'issue d'un passage devant un juge, il existe une justice dite réparatrice. Et c'est là encore que la formule d'Alain, j'en reviens, prend son sens concret. Ben oui, la justice n'existe pas. Il faut la faire. N'oubliez pas la deuxième partie. Le travail d'intérêt général, le fameux TIG, je vais vous parler du TIG, a été inspiré en partie par le Community Service Order, ordonnance de service, créée dans l'État de Californie en 1966 et dans la province du Québec à partir des années 70. Son principe est emblématique de ce que l'on appellera ensuite la justice réparatrice et justice éducative. Et c'est la loi qui institue le TIG par le vote du 10 juin 1983, entré en vigueur le 1er janvier 1983. Fait assez exceptionnel dans un domaine comme la justice. Le texte est voté
à l'unanimité des parlementaires. Robert Badinter, garde des Sceaux d'exception, entre 1981 et 1986, artisan de l'abolition de la peine capitale, rappellera que des députés tels que Philippe Séguin, qui a été ensuite président de l'Assemblée nationale, et Jacques Toubon, tous les deux RPR chiraciens de la droite républicaine, participeront activement à la construction du texte. C'est une loi donc qui transcende les courants politiques et qui concrétise la volonté de trouver un moyen plus innovant que la politique classique de l'incarcération et de l'amende. Le TIG répond aussi à la situation du début des années 80, avec l'explosion de la population carcérale en France. Un grand nombre de détenus peuvent envier la situation du terroriste d'extrême droite suédois Anders Breivik, qui lui vit dans 3 pièces individuelles, fauteuil, perruche, grand écran plat, appareil de musculation, cuisine, etc. Ce dernier avait osé déposer plainte il y a 2 ans devant la Cour européenne des droits de l'homme pour conditions de détention inhumaines. Je vous rassure, sa plainte fut déclarée irrecevable. Avec le principe, tu casses, tu répares. La surpopulation est la seconde bonne raison de la genèse du travail d'intérêt général en France. Depuis la fin des années 80, la thématique de la construction de nouvelles places d'hébergement pénitentiaire avec des partenariats publics-privés, voire 100% privés, a émergé dans le débat politique. Mais que signifie donc cette peine, travail d'intérêt général? Le TIG consiste en un travail non rémunéré au sein d'une personne morale habilitée d'une durée entre 20 et 400 heures. Les organismes habilités sont les associations, les collectivités territoriales, les établissements publics. Et depuis la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, prévoit à titre expérimental les entreprises de l'économie sociale et solidaire ou les entreprises à mission, qui peuvent aussi accueillir des condamnés pour effectuer un travail d'intérêt général. Une peine de travail d'intérêt général, évidemment, ne peut être prononcée que pour des délits passibles de peine de prison et de contravention de 5e classe. Je traduis, dégradation volontaire, excès de vitesse de plus de 50 km/h, détention de stupes, etc. Il est à noter que c'est la seule peine qui nécessite explicitement l'accord du justiciable. C'est donc un contrat entre la justice et le condamné. Ce dernier s'engage à respecter les règles et dispositions légales qui régissent évidemment le TIG. Le TIG concerne particulièrement les jeunes. Parce qu'avec un âge moyen de 26 ans, cette peine de substitution à l'incarcération paraît très judicieuse, car les effets de la surpopulation carcérale sont bien réels sur les perspectives de récidive chez de nombreux jeunes. Je vous l'ai expliqué par mon modeste exemple. La réalité des maisons d'arrêt est aussi la structure de celles-ci, composée généralement d'une grande cellule appelée atelier en journée pour un effectif de 10 à 15 personnes et un dortoir de nuit, avec la promiscuité relationnelle qui accompagne cet hébergement, sans compter l'ajout de nombreux matelas disposés à même le sol dans de nombreux établissements. Combattre la récidive par le TIG, qui concerne les plus jeunes condamnés, doit donc être un réflexe. Ainsi, la notion d'insertion et de formation professionnelle portée par cette peine prend tout son sens. Parmi les administrations et les entreprises publiques, le groupe SNCF a fait le choix, depuis la fin des années 80, de s'engager dans l'accueil des tigistes. Alors, comment fonctionne le système, concrètement? Il y a 5 étapes successives qui ponctuent cette démarche, qui reste très innovante malgré son âge. Évidemment, tout d'abord, le tribunal prononce la peine, fixe la durée avec l'accord du justiciable. Ensuite, le condamné est convoqué par le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse selon l'âge, parce qu'on peut condamner un jeune de 16 ans et plus à un TIG.
La troisième étape, c'est l'évaluation de la personnalité et les compétences pour cerner les possibilités d'utilisation. Le conseiller de probation, le CPIP ou l'éducateur prend contact avec l'organisme d'accueil, comme la SNCF, pour obtenir un accord. La quatrième étape, c'est évidemment le déroulement du TIG. La SNCF accueille le tigiste qui est confié à un tuteur qui l'encadre, le forme. Et la cinquième étape est celle de l'évaluation finale. Le groupe SNCF demande au tigiste de répondre à un questionnaire anonyme pour comprendre les réussites et les éventuelles améliorations. Alors, avec le soutien concret de l'Agence nationale du TIG et de l'insertion professionnelle, la TIGIP, créée en 2018, des CPIP, des éducateurs, avec les magistrats, sans oublier le réseau dynamique des managers de l'engagement sociétal du groupe SNCF, présent dans chaque région, comme en région Nouvelle-Aquitaine, l'entreprise publique participe aux 5 éléments structurants du TIG. Premier élément, sanctionner. C'est quand même une sanction, hein, par une réponse évitant une courte peine ferme. Deuxièmement, réparer, en effectuant un travail sans rémunération dans l'intérêt collectif. Troisièmement, insérer, car le dispositif favorise l'insertion des personnes éloignées de l'emploi quand elles sont dans ce cas-là. Quatrièmement, prévenir, car le TIG est une réponse efficace pour prévenir la récidive. Et cinquièmement, socialiser, car c'est l'unique peine qui implique directement la société civile et les citoyens. Mais qui est le tigiste aujourd'hui? Je vous l'ai dit il y a un instant, c'est essentiellement un jeune, moyenne d'âge 26 ans, et un homme en très grande majorité, à l'image des personnes incarcérées en France. Mesdemoiselles, mesdames, précisons qu'il y a en France plus de 96% d'hommes détenus pour un peu plus de 3% de femmes. Concernant les infractions du tigiste, le délit de vol et de recel représente 29%. Les accidents routiers, les atteintes aux personnes et les stupéfiants représentent respectivement 13, 12, 11%. Et quelles sont donc les conditions pour réussir et développer l'usage du travail d'intérêt général en France? Alors, mon expérience de chef de projet, basée sur une étude et un travail collectif, notamment sur la région Nouvelle-Aquitaine, justement, m'a permis de comprendre et de définir les clés. D'abord, les missions confiées doivent être utiles pour le service public porté par la SNCF. Ça fonctionne pour n'importe quelle collectivité locale, collectivité publique. C'est un gagnant-gagnant pour concrétiser le principe de réparation. Ce n'est pas un moment d'occupation futile ou ridicule évitant la détention. C'est aussi un atout pour l'organisme utilisateur qui a son intérêt. C'est ainsi que nous avons travaillé à l'élaboration d'un catalogue de missions qui présente le caractère obligatoire de ne pas se substituer à un emploi pérenne. On ne va pas utiliser des tigistes pour supprimer des emplois à la SNCF ni dans la mairie d'à côté. Ce n'est pas le but. Utile, formatrice et encadrée sont donc les principes concrets de ces missions. Dans l'administration judiciaire, on appelle ça des postes-tiges. Alors pas à la SNCF, parce que pour nous, un poste égale un emploi. Chacun a son vocabulaire. Seules des missions spécifiques liées à la sécurité et à des personnels assermentés ne peuvent pas être confiées, évidemment en toute logique, à des tigistes. Alors les missions sont donc très nombreuses dans les 6 domaines de son activité de transporteur public. Dans le groupe SNCF, on a pensé au ramassage et tri des déchets, espaces verts, bâtiments, nettoyage, gestion, service client. Au sein du groupe SNCF, avec le réseau des managers de l'engagement sociétal, la TIGIP, le monde judiciaire, nous avons porté des efforts particuliers pour accompagner les tuteurs des tigistes avec des outils concrets comme un guide du tuteur, un réseau actif des formations, des formulaires et une plateforme numérique qui s'appelle TIG 360 du ministère de la Justice. Parce que être tuteur de tigiste n'est pas une fonction de tutorat ordinaire. On n'a pas des apprentis ordinaires quand on a des tigistes. Il faut à la fois être compétent professionnellement, mais aussi ouvert à la nature intrinsèque de la compréhension de la peine et de l'utilité de la réinsertion.
Le tuteur, il doit accueillir, encadrer, relayer, accompagner, vérifier. La difficulté pour une entreprise, comme pour une collectivité locale, un organisme utilisateur, c'est de trouver les tuteurs forcément volontaires pour cette tâche particulière, passionnante mais particulière. Alors pour ma part, j'ai toujours défendu l'idée de rendre le tutorat du TIG comme une mission professionnelle de haute valeur ajoutée pour l'entreprise publique et le parcours professionnel sur l'avancement du cheminot tuteur. C'est logique. Il existe des situations fort heureusement rares où la période de TIG n'a pas été jusqu'à son terme, parce que les règles ne sont pas respectées. Toutes les situations sont prévues et le retour auprès des services judiciaires, SPIP ou PJJ, et de règles, ainsi que les problématiques de santé et de sécurité au travail, qui sont rigoureusement identiques à celles d'un salarié classique. Étudiant en management public, je suis donc venu ce soir vous parler de justice réparatrice et éducative. À travers mon intervention, un petit peu moins académique j'espère que d'habitude, tenter de vous montrer ce que peut signifier l'application des valeurs républicaines dans ce domaine. À l'issue de l'obtention de votre diplôme, moi je souhaite votre réussite, vous allez peut-être occuper un emploi statutaire ou contractuel dans une administration générale, une collectivité publique territoriale, une entreprise publique, une association, voire une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Plus modestement, vous devrez appliquer des mesures relevant des obligations d'entreprise pour le développement durable et la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, la RSE. Quel que soit votre emploi futur, votre niveau hiérarchique, vos compétences d'expert et ou dans l'activité opérationnelle de production de services, vous aurez tous et toutes une responsabilité directe ou indirecte dans l'usage du travail d'intérêt général, y compris par l'insertion de clauses dans des appels d'offres publics comme de sociétés privées. Je vous invite donc évidemment à vous saisir de ce dispositif qui intègre les valeurs républicaines. Le TIG, c'est un outil très pragmatique et très rentable, économiquement et socialement, même si on associe rarement le social à la rentabilité. Ce n'est pas de la charité, ni un acte humanitaire. C'est un dispositif économiquement rentable et socialement efficace. Alors évidemment, la première condition de réussite, c'est un engagement individuel et collectif des acteurs concernés. Monde judiciaire, magistrats, CPIP, éducateurs, ATIGIP, organismes, utilisateurs, tuteurs et tigistes. J'ai eu le plaisir de conduire un projet avec des méthodes de lean management sur l'amélioration du développement de l'usage du TIG au sein du groupe SNCF. Ce ne fut pas facile. Mon intervention résulte autant d'un engagement républicain personnel, un parcours personnel, vous l'avez compris, et une aventure professionnelle collective. Alors, je remercie des gens que vous ne connaissez pas, mais je prends soin de le faire. Thierry Merlot, manager de l'engagement sociétal SNCF à la région Nouvelle-Aquitaine. Alain Baudu, qui est directeur RSE de la région SNCF Voyageurs, Nouvelle-Aquitaine, Yvan Dabrijan, qui est manager en région Hauts-de-France, ainsi que les directeurs délégués nationaux, liens social et territoires successifs, Michael Picard, Vincent Le Poitvin, les interlocuteurs de l'ATIGIP et du monde judiciaire, avec mes collègues tuteurs, directeurs d'établissement SNCF, et puis avec des collègues du terrain qui ont accepté le TIG. D'avoir tous contribué à ce travail. Je souligne aussi, sans flagornerie, nous connaissons depuis 25 ans, donc je peux le dire, l'engagement du président du groupe, Jean-Pierre Farandou, et Marlène Delvec, qui est directrice, qui vient de renouveler récemment la convention SNCF ministère de la Justice. Je le répète, la justice n'existe pas. Ensemble, nous construisons la justice qui répare et qui insère. On n'oublie pas qu'un condamné reste un citoyen sanctionné. Notre devoir
Et je l'espère, votre devoir demain sera de réparer et d'intégrer. C'est l'intérêt de la société française tout entière. Merci pour votre attention et de vos éventuelles questions. Ou des réflexions. Il peut y avoir des réflexions, pas seulement des questions. La parole est libre, elle nourrit le débat. Moi, je voulais te poser une question, parce qu'on se connaît. Donc, voilà. Moi, c'est sur tout ce qui est tutorat. Moi, j'ai eu affaire à ce type de petits, donc des personnes qui sortaient de prison dans une autre vie. Ça s'appelait JET, Jeunes Entraide Travail. C'était quand j'étais militaire, c'était un peu le mec qui avait mis ça en place. On récupérait des jeunes qui avaient fait la moitié de leur peine, et on les insérait dans les structures de l'ASPA, et on les encadrait. Voilà, jour et nuit, voilà, on leur donnait des repères pour qu'ils réapprennent la vie, voilà, la vie sociale, on les sociabilisait. Par contre, le tutorat, derrière, c'est vraiment accompagné. Et souvent, on a des psychos qui sont là, des éducateurs spé. Ça, c'est un vrai métier. Donc, comment on peut avoir des tuteurs aujourd'hui qui peuvent remplir toutes ces conditions quand on sait qu'aujourd'hui, un jeune qui a il peut y avoir plusieurs problématiques à prendre en compte. Comment ce jeune va être réellement suivi, parce qu'un tuteur, lui, il va avoir son approche métier, il va avoir de l'empathie, il va y avoir de la compassion, et comment il va pouvoir prendre toutes ces problématiques humaines, enfin, voilà, pour l'accompagner réellement, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Souvent, c'est des jeunes qui sont en rupture sociale, qui ont eu des vies difficiles ou autres. C'est comment, voilà, on peut les former, et comment, enfin, pas les tuteurs, hein, pour qu'ils puissent justement, vraiment réellement, que ce soit un travail utile, voilà. Parce que tu m'as dit, vous avez mis en place un outil, excuse-moi, j'ai oublié le nom. TIGE 360, voilà, c'est la plateforme du ministère de la Justice. D'accord. Et là, à partir de là, les gens, ils se forment en e-learning, ou il y a un accompagnement, ou il y a des intervenants de la justice qui arrivent là pour les faire monter en compétences. Voilà. Enfin, voilà. C'est comment on peut vraiment avoir des interlocuteurs qui puissent réellement les encadrer en temps réel dans le milieu du travail, en prenant en compte toutes leurs difficultés. Alors, bon, il y a une formation qui a été montée par la TIGIP pour les tuteurs de TIGE ou de tout organisme public qui utilise des tigistes. Et ça, c'est très intéressant, mais c'est des formats qui sont très réduits, 4 à 6 heures, soit e-learning, soit de préférence en présentiel, parce que donc quand des collectivités locales, des entreprises publiques se regroupent au sein d'une région, pour une douzaine de personnes, la TIGIP s'engage à organiser une formation gratuite d'une demi-journée pour leur expliquer tous les tenants et les aboutissants du TIGE. Moi, ce que je voulais dire à travers la recherche d'un engagement personnel, on part quand même de l'individu pour arriver au collectif, et non pas l'inverse. Je suis assez, comment dirais-je, ferme sur un point, c'est que la résistance, combattre l'oppression, créer du progrès, ça commence par les individus. Certains d'entre vous ont lu La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Le bon est dans chacun d'entre nous, je le pense, et donc le tuteur de TIGE, c'est aussi un engagement personnel. C'est comme un maître de stage, c'est comme un maître de compagnon. Quand on accompagne des apprentis, c'est un engagement qui va au-delà de son expertise et de ses compétences professionnelles. On a envie de transmettre du savoir. Alors, on peut apprendre à enseigner. Moi, je pense que enseigner, c'est d'abord une volonté, un engagement et une éthique.
c'est bien connu que si on veut gagner de l'argent, on ne va pas dans l'enseignement. Pour le tutorat, c'est pareil. C'est donner à travers une expérience sa vie professionnelle, donner du sens à sa vie professionnelle. Être tuteur, c'est donner du sens. Donner du sens parce qu'on est à la fois dans la transmission des compétences et de valeurs. À travers le TIG, on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il ne s'agit pas non plus d'utiliser le jeune, je vois bien 26 ans, je le répète, d'utiliser le jeune utilement pour la mairie, la collectivité locale, le groupe SNCF, mais aussi de lui éviter la tôle et que sa peine soit utile pour l'entreprise publique ou pour la collectivité locale. Et ça, il faut disposer d'un tuteur qui soit à la fois formé, mais qui, au départ, a une réflexion personnelle tendant à aller vers l'autre. Et effectivement, tout le monde ne peut pas être tuteur professionnel et tout le monde ne peut pas être tuteur de tigiste. Mais dès que dans l'entreprise, dès que dans une collectivité locale, on pense que quelqu'un peut le devenir, eh bien, il faut tenter le coup. Mais effectivement, il y a tout un entourage. Mais aujourd'hui, un tuteur de tigiste n'est pas considéré à sa juste valeur, c'est le combat que j'ai mené au sein de la SNCF, n'est pas considéré classiquement comme un tuteur professionnel pour une formation professionnelle, et c'est regrettable. Moi, je considère qu'il doit être encore mieux reconnu, parce que c'est des efforts particuliers. Et vous savez, quand un jeune tigiste arrive dans l'entreprise, on leur dit à tous nos tuteurs, vous n'avez pas à leur demander pourquoi ils ont été condamnés. Et dans certains établissements de l'entreprise publique SNCF, pour faire passer l'utilisation du TIG, on dit même que c'est un stagiaire. Donc évidemment, le rapport que le citoyen a à une peine, y compris une peine de TIG, il est très tabou. On ne peut pas dire, dans un entourage professionnel, on ne peut pas dire c'est un tigiste. Dans certains établissements, on dit c'est un stagiaire. Et ça passe bien. Et on a quand même eu des cas à la SNCF où des tigistes qui ont bien bossé ont fini par être embauchés d'abord en CDD, ensuite en CDI. Et j'ai le cas de tigistes, on a même fait un peu de départ. Donc c'est pour vous dire qu'à travers l'aventure humaine, qu'est l'encadrement et l'accueil d'un tigiste, et je dis bien dans n'importe quel organisme, le cas de la SNCF n'est pas un cas forcément extraordinaire, ça se passe dans des collectivités publiques locales et ça fonctionne. Maintenant, moi je suis très pragmatique. Je pense que l'idéal, c'est des tiges collectifs, c'est-à-dire d'en encadrer plusieurs en même temps. Pourquoi ? Parce que vu les contraintes budgétaires qui pèsent considérablement, et vous entendez le débat budgétaire actuel qui est une catastrophe, avec les suppressions d'emplois, certaines suppressions d'emplois nettes dans la fonction publique, les collectivités locales comme l'administration générale de l'État, des départements, des régions, ne peuvent pas se permettre de mettre un tuteur derrière une personne. Ou alors, il faut qu'il y ait une forme de rentabilité. Passez-moi l'expression triviale, je sais que ça paraît un peu irréaliste de parler de rentabilité, je dirais alors d'efficacité opérationnelle, si vous voulez qu'on utilise la novlangue managériale qui veut dire la même chose. Mais il faut qu'il y ait un rendu effectif, une forme de productivité dans l'utilisation du TIGIS. C'est pour ça qu'on lie formation du tuteur avec utilité de la mission. Je n'ai pas fait peur avec mon histoire d'incarcération. Vous ne voulez pas vous retrouver sur un matelas. Bon, ça ne sera pas forcément l'atelier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matelas dans les prisons. Donc,
Non, mais il y a une... Oui. Une petite réflexion personnelle, parce que j'ai beaucoup de connaissances dans le milieu de la justice qui justement évoquent la difficulté à mettre en œuvre concrètement les litiges. Et je pense que ce que vous avez souligné sur l'utilité, la nécessité de mettre en avant l'utilité, et ça me semble fondamental parce qu'en fait, sur le principe, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'adhésion générale sur le principe, mais il y a quand même toujours une réticence à se dire on va intégrer dans notre service quelqu'un qui a commis des actes répréhensibles. Est-ce que ça va créer du désordre? Et donc je pense que, et je vous rejoins tout à fait, alors je suis désolé, du fait de problèmes techniques, j'ai malheureusement pas pu tout écouter, mais j'ai essayé de le faire malgré tout. Et là, ce que vous disiez sur l'utilité, ça me semble effectivement fondamental, parce que si on veut que ça se développe, je pense que ça passera par là. Je vous rejoins tout à fait sur ce point. Alors c'est clair, et je pense que certains d'entre vous auraient pu me poser la question, mais pourquoi en France on a 111 détenus pour 100 000? Pourquoi on en a que 67 sur 100 000 en Allemagne? En gros, en France on embastille beaucoup. Le taux de délinquance, il n'est pas plus haut en Allemagne qu'en France. Hein. Donc qu'est-ce que signifie finalement? Moi je répète, la justice, l'emprisonnement sont des sujets qui appartiennent à tous. Mais ce sont des sujets, j'allais dire peut-être un peu en provocation, comme la politique migratoire, qui sont des sujets particulièrement utilisés de façon démagogique, et la prison reste un des plus grands tabous. Moi, j'ai été surpris de comprendre aujourd'hui que parmi les incarcérés, la première cause d'incarcération, je vous l'ai dit il y a un instant, c'est les violences intrafamiliales. Ce n'est pas les escroqueries, ce n'est pas les braqueurs de banque. Vous avez très peu de chances de tomber sur un braqueur de banque. Sauf moi, bon. J'ai eu cette chance, entre guillemets. Mais vous avez plus de chances d'être violenté dans votre milieu familial. Et dans les campagnes, il y a pas mal de violences intrafamiliales. Et donc, quand certains vous montrent une vision, certaines banlieues, on met volontairement, c'est vrai que les balles perdues, dans certaines villes de France en ce moment, c'est une réalité. Mais il y a une autre réalité des violences qui sont numériquement encore plus importantes que les balles perdues pour le trafic de drogue. Le problème, c'est que le trafic de stupéfiants et de drogue de synthèse arrive à un niveau d'extension économique qui fait qu'il peut menacer notre démocratie, comme ce qui se fait aux Pays-Bas. Je vous invite aussi à réfléchir là-dessus. Je sais que c'est à côté, mais on ne peut pas avoir une réflexion autour de la justice et de la prison sans penser réinsertion. Et ce n'est pas parce qu'on pense réinsertion qu'on excuse tout. Mais la justice réparatrice, ça signifie aussi de sortir de l'idée du principe millénariste qui est de répéter œil pour œil, dent pour dent. La justice, ce n'est pas la vengeance. Le tige porte en lui un dispositif qui est éthique, pas seulement parce qu'il évite la prison pour des petits délits, mais parce qu'il permet de faire en sorte que le condamné, le tigiste, y répare. Il n'y a pas plus simple qu'une peine qui dit « tu casses, tu répares ». Ça, tout le monde est d'accord. Mais quand il s'agit de le mettre en place, dans les collectivités locales, dans les mairies, dans les conseils régionaux, dans les entreprises publiques, ça devient très difficile. Alors que toute opération de prévention de la délinquance, ça donne un résultat positif pour la société. Moi, j'en suis convaincu, sauf que c'est une action qui ne se voit pas immédiatement. Et c'est beaucoup plus facile. J'ai entendu récemment un parlementaire, je ne savais pas son étiquette, qui a dit « pour les courtes peines, il faut faire de la prison ». Et c'est complètement con. Vous savez combien coûte par an une journée de tôle
c'est 110 € par détenu. Annuellement, nous dépensons 3 milliards 212 millions d'euros par an, 80 000 multiplié par 110. Vous comprenez? Alors, et en plus, on est à 129% et 150% d'occupation dans les maisons d'arrêt. Est-ce qu'on va comprendre? Est-ce qu'on va instaurer enfin le numerus clausus? En Allemagne, ils sont à moins de 100% de taux d'occupation. Est-ce qu'il y a aujourd'hui plus de délinquance en Allemagne? C'est la même réflexion, bon, c'est mon engagement personnel, mais qu'on sache, la peine capitale aux États-Unis n'a pas fait baisser le taux de délinquance. D'ailleurs, dans les couloirs de la mort, je crois qu'ils sont 240, et sur les 240, il doit y avoir 210 personnes de couleur. Donc, le TIG doit s'inscrire dans une politique générale de justice qui assure à la société à la fois la sanction, la réparation et la réhabilitation. Et ça, le jour où vous serez en activité, conformément à ce qui forme, je pense, votre cursus en management public, moi, je souhaite qu'un jour, vous pensiez au TIG, soyez utilitariste, mais sachez que derrière l'utilité d'une mission que vous pourrez confier à plusieurs tigistes, eh bien, vous servirez bien au-delà du périmètre de votre collectivité, de votre municipalité, de votre conseil régional, de votre communauté de communes ou de votre entreprise publique. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était le message. Maintenant, ce n'est pas un chemin pavé de rose, je vous l'ai expliqué aussi, mais toute éthique commence par un engagement individuel. Si vous attendez une action collective, vous ne l'aurez pas. C'est vous qui déclenchez les actions collectives. Les révolutions ne naissent jamais de la foule. Ce sont des gens individuels qui se lèvent et qui disent « il y a une situation d'injustice ». L'utilisation du TIG, c'est pareil. C'est votre éthique personnelle qui vous porte. Ne croyez pas que c'est le collectif qui va vous porter. C'est vous, groupés, qui faites le collectif et non pas l'inverse. L'usage du TIG est un dispositif qui porte une éthique foncièrement républicaine. Merci Rémi. Est-ce que vous avez des questions? Et cette fois-ci, on a le luxe d'avoir un micro. Vous n'avez pas de questions? D'accord. Plus de questions, c'est sûr. Vous ne le revoyez plus après. Hein. On dirait que vous ne lisez pas. Ok. Bonjour, est-ce que vous prenez les questions visio? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, je suis... Oui, complètement. Les TUC, il n'y a pas l'intervention de la justice, justement. Les travaux d'utilité collective, c'est un système qui permettait à des jeunes d'avoir, entre guillemets, une occupation professionnelle pouvant éventuellement arriver à un emploi. C'est un dispositif politique, économique et administratif qui permettait d'occuper des jeunes qui étaient au chômage. Enfin, moi, je le dis sans... Moi, je vais éviter la novlangue. Hein. Sinon, vous invitez quelqu'un d'autre. Hein. Donc, le TUC était travaux d'utilité collective. On essayait de définir des missions utiles et on utilisait les TUC qui étaient tenus par les postes TUC qui étaient tenus par des jeunes pour résorber le chômage des jeunes. Là, le TIG, c'est une sanction pénale acceptée par le condamné, par le sanctionné, pour faire une mission utile qui ne se substitue aucunement à un emploi pérenne ou une mission professionnelle.
Donc à la SNCF, c'est repeindre des murs, c'est faire du tri de déchets, ça a été faire aussi des opérations de gestion que peut-être l'entreprise publique aurait faites, mais par exemple, faire de la peinture sur des locaux, des vestiaires, on l'aurait fait 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. On aurait décalé dans le temps. Donc, c'est complètement différent. Le TUC est vraiment une mesure gouvernementale visant à employer des jeunes sans emploi. Est-ce que vous considérez que les tiges sont des investissements? Si oui, comment mesurer cette rentabilité des tiges? Alors justement, j'ai fait une étude en lean management. J'avais jamais pratiqué le dispositif de lean management et de DMIC. Donc en faisant diagnostic, analyse, donc j'ai travaillé sur un projet collectif de lean management où on a expertisé ce qui se faisait, quels étaient les blocages, quels étaient nos objectifs, qui étaient modestes, parce que selon les années, certaines années, on employait jusqu'à 180 tiges dans l'année, et d'autres années, on était à 40. Et on s'est posé la question, pourquoi il y avait ces vagues, ces difficultés. Et ce qu'on a compris, c'est que la réussite du TIGE, c'était d'abord un engagement personnel de directeur d'établissement, de tuteur, et on a essayé de faire en sorte, à travers un guide très pratique, c'est la première fois qu'on faisait un guide très pratique à la SNCF sur comment utiliser le TIGE pour motiver les collègues. Mais comme toute collectivité locale, l'entreprise publique SNCF est confrontée à des contraintes budgétaires, qui fait que moi, j'ai toujours défendu l'idée que le TIGE, ça rapporte à l'entreprise publique et ça rapporte à la société en termes d'insertion et de prévention contre la récidive. Et puis ça rapporte aussi en évitant les 110 € par jour d'incarcération. Donc quand on fait un calcul financier brut, le TIGE, c'est économiquement rentable. Et quand on se projette dans une politique de prévention de la délinquance, un tigiste, il a, passez-moi l'expression triviale, beaucoup moins de chances de récidiver qu'un jeune qui est en prison. Moi, l'anecdote que j'ai vécue en prison, j'ai été épargné parce que j'avais un milieu très protecteur finalement, mais un jeune un peu en déshérence, qui tombe en détention provisoire, je pense que la détention provisoire, pour un jeune aux attaches familiales moins solides, eh bien, il peut très facilement tomber dans une délinquance plus sérieuse lorsqu'il va en prison, même s'il est primo-délinquant, même pour un petit délit. Oui, en virtuel, il y avait quelqu'un qui voulait poser une question. Kadem, Amandine, Gaël, Sandrine, VD, Cesno. Bonjour, oui, j'avais une question en fait qui n'est pas nécessairement tout à fait pertinente à la question. Donc, s'il y a d'autres questions plus pertinentes, je laisse volontiers ma place à quelqu'un d'autre. Mais s'il n'y a plus beaucoup de questions, en fait, j'allais vous poser une question plus sur la SNCF plus généralement en fait. En fait, je voulais savoir quels sont à votre avis les impacts sur l'administration et l'organisation de la SNCF qui sont susceptibles d'être soulevés par les ouvertures à la concurrence, d'abord pour les marchandises et plus récemment pour les voyageurs. Notamment les impacts sur l'administration, l'organisation, si vous voulez, de la SNCF. Je vous remercie de cette question. Ce n'est pas le sens du débat, ça me fait plaisir d'y répondre, mais j'y répondrai en quelques mots parce que je pourrais développer pendant... Peut-être qu'un jour, on fera une autre intervention sur les transports publics en général, et notamment les effets de la libéralisation. Moi, personnellement, écoutez, la condition pour que la libéralisation... Si vous voulez que je vous donne une réponse simple. Partout, quand on fait un benchmarking en Europe, la condition de réussite de la libéralisation des transports publics ferroviaires en Europe, au bout du bout, cela nécessite beaucoup plus d'argent public que l'on en consacre aujourd'hui.
C'est-à-dire en clair, pour que la libéralisation dans les transports publics ferroviaires, si c'est cette question que vous me posez, fonctionne, eh bien, il faut qu'on ait un réseau ferroviaire très performant. Comme ça, des entreprises privées savent qu'elles pourront dégager une marge plus importante. Et c'est à la condition que l'État mette beaucoup plus d'argent public. Et dans ce cas-là, la libéralisation fonctionne. Donc, en clair, je suis en train de vous expliquer que la libéralisation du transport coûte cher. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé en Suède, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, c'est ce qui s'est passé dans les principaux pays qui déclarent aujourd'hui avoir réussi la libéralisation. J'aurais tendance, de manière très très caricaturale, à vous dire, c'est le classique, socialiser les pertes et privatiser les profits, c'est pas nouveau. Mais en matière d'infrastructures publiques, notamment pour les transports ferroviaires ont leur coût très bien connu. De A à Z, on sait ce que coûte le chemin de fer. C'est-à-dire que l'utilisateur paye à peu près le coût complet, enfin pas le voyageur, hein, mais le chargeur, l'utilisateur de fret, il paye très cher. Posez-vous la question, pourquoi le ferroviaire n'est pas compétitif? À partir du moment où le transport routier ne coûte que pas grand, le transport routier de marchandises ne coûte pas grand-chose, il travaille avec un autre droit social. Posez-vous la question, quand les marchés de transport ne sont pas équilibrés et que les règles ne sont pas équitables, il est tout à fait logique que le transport ferroviaire ne soit pas compétitif. La libéralisation est-elle une réponse à cette situation? Je ne suis pas sûr que ce soit en abaissant les règles sociales des uns qu'on fait grandir les autres. Mais ça, bon, comme je suis expert syndical, c'est un peu normal que je vous tienne ce discours. Moi, je négocie en comité de dialogue social ferroviaire européen. Je vois mes collègues. Je suis vice-président du Conseil des métiers, qui est un truc paritaire avec le patronat du ferroviaire. Je sais ce que je leur dis, je sais ce qu'ils me disent. Aujourd'hui, toutes les entreprises ferroviaires privées demandent à ce que l'État investisse encore plus d'argent sur les réseaux pour que le réseau ferré devienne très performant. Ce qui est injuste pour la SNCF, c'est qu'elle vient de perdre un marché sur Marseille-Nice, alors que les principaux travaux d'infrastructure sont quasiment finis. En clair, la SNCF était très mauvaise sur Marseille-Nice, aussi et essentiellement parce que le réseau entre Marseille et Nice était, passez-moi l'expression triviale, pourri. Et maintenant qu'il est rénové, eh bien effectivement, un opérateur public ou privé ou cash-sexe du public, parce que Transdev étant quand même sous contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, c'est quand même le public qui fait concurrence avec le public. Et aujourd'hui, donc, effectivement, ils vont pouvoir rendre un service aux voyageurs entre Nice et Marseille de qualité, je pense, et parce que le réseau, il vient d'être terminé dans sa rénovation presque complète. Donc, il y a une grande farce. La libéralisation des transports publics, notamment ferroviaires, c'est un sujet complexe, mais qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut étudier tous les tenants et aboutissants pour bien comprendre. On a une question de Madame Fabre, Gwenaëlle. Oui, bonjour, c'est donc Gwenaëlle Fabre. En fait, j'ai deux questions. J'en ai une sur comment se passe en cas d'accident du tigiste, comment s'organise la responsabilité de l'employeur, qui est responsable employeur pour ce type de personnel. Et la deuxième, c'était une question d'ordre plus général. À la SNCF, il y a une tradition historique d'encadrement, d'apprentissage, avec toute une structure de formation d'apprentis, etc. Y compris des écoles avec des enseignants à la SNCF. Il y en a eu dans ma famille, alors je le sais. Et je voulais savoir, sachant ça, et supposant que ce n'est pas le cas dans les collectivités territoriales, est-ce qu'il y a une différence, est-ce que vous voyez une différence importante dans l'accueil des tigistes entre la SNCF et puis des collectivités locales plus classiques? Enfin, pas plus classiques, des collectivités locales, voilà. Merci. Alors, premièrement, quand il y a un accident, je l'ai dit, mais effectivement, je n'ai pas apporté de précision. Un accident est traité, pour un tigiste, est traité comme un salarié lambda, en accord avec le CPIP, l'administration judiciaire.
Donc tout est pris en charge. Les accidents du travail pour un TIGiste sont déclarés comme accidents du travail. Donc il est couvert comme un salarié lambda, quel qu'il soit. Il y a une égalité de traitement totale. Tous les frais sont pris en charge. Tous les accidents liés à la mission du TIG sont pris en charge comme une mission professionnelle de n'importe quel agent SNCF statutaire et contractuel. Ça, c'est clair et net. Et les rarissimes cas où c'est arrivé ont été très bien traités. On n'a jamais eu aucun conflit là-dessus. La deuxième question. Alors, on a pas mal d'échanges avec la TIGIP. Bon, leur difficulté, c'est évidemment de remplir leur nombre de postes TIG. Ils en mettent 30 000 par an et ils arrivent à 20-22 000. Il y a toujours au moins un tiers qu'ils n'arrivent pas à remplir. C'est plutôt ça leur sujet. Maintenant, le benchmarking, je vous l'ai dit, il n'est pas facile parce que le tutorat de TIG, c'est un engagement personnel. Moi, pour vous dire, on a des gens à la SNCF qui voudraient être tuteurs de TIG, mais c'est leur direction qui bloque. Vous voyez, c'est rarement les bonnes volontés, je ne veux pas faire du populisme, elles viennent souvent du terrain. Et quand quelqu'un dans sa famille a une expérience, comme moi j'ai eu, mais comme d'autres ont pu avoir, ils disent tiens, pourquoi on n'accueillerait pas un TIG? C'est vraiment un engagement individuel. Et la structure hiérarchique d'une entreprise comme la SNCF, mais j'imagine la même chose évidemment dans une grande collectivité publique, elle n'est pas forcément facile à s'adapter à l'accueil de TIG. Je vous répète, c'est un engagement, c'est à partir d'un engagement individuel qu'on peut faire du TIG au départ. Et aligner toutes les planètes, c'est la grande difficulté. Moi, je connais des gens qui voudraient accueillir du TIG et c'est leur N+1, N+2 qui disent mais à quoi ça sert, ça va me servir à rien, blabla, c'est des emmerdements. Enfin. Et souvent, la bonne volonté, moi je suis désolé, la bonne volonté, elle vient du terrain, à l'arrière de l'échelon intermédiaire. Mais au top management, vous savez, vous avez ceux qui font des discours, dans certains cas, directeur de région, etc. Ça fait des grands discours, mais quand il s'agit de motiver et surtout de reconnaître, parce que moi je pense aussi que à partir du moment où être tuteur de TIG, c'est un engagement qui demande des efforts, vous allez me dire c'est facile pour dire pour vous, parce que vous êtes syndicaliste, vous défendez le personnel, bah oui quand même, enfin. Un engagement de TIG, ça doit être reconnu aussi dans le parcours professionnel. Moi, je vais vous faire une anecdote. J'ai demandé à la DRH du groupe, et la SNCF, c'est une grosse machine. Alors, pour bouger la SNCF, c'est pas facile. Mais j'ai demandé à ce qu'il y ait 1 heure au début du TIG et 1 heure à la fin, qui soient ce qu'on appelle des heures de, je ne me rappelle plus du terme, de suivi pédagogique ou de tutorat, qui soit reconnu comme tel. Débriefing. Oui, que l'heure d'arrivée et l'heure de départ, qui est un débriefing à la fin avec le TIGiste, et l'heure de départ, ce soit comptabilisé, ce soit rémunéré comme heure officielle de face-à-face pédagogique. Et je crois que l'indemnité horaire, je crois qu'elle est de combien? 4 €. Non, mais je voulais qu'on soit sur le taux le plus élevé, parce que la SNCF c'est tellement compliqué, vous savez, les rémunérations variables, les éléments variables, alors là c'est un vrai catalogue. Mais je crois qu'on arrivait plutôt à 8 ou 9 € de l'heure. Et j'ai dit, il faudrait qu'on fasse au niveau de la direction du groupe une directive, une circulaire en disant, celui qui accueille du TIG, il touche 9 € au départ, 9 € à la fin. Honnêtement, c'est ridicule les sommes. Les sommes sont ridicules. Mais même ça, on nous oppose. Ah oui, mais quand même, on va le reconnaître comme ça et tout. Donc, on a quand même toute une technostructure qui n'est pas encore adaptée à recevoir un TIGiste. Et c'est pour cela que je vous dis que la réussite du TIGiste, d'accueil de TIGiste, ça passe d'abord par des initiatives individuelles qui sont soutenues par le N+1 et le N+2. Mais honnêtement, moi ce que je constate, mais vous le verrez si vous travaillez dans les collectivités territoriales ou des grandes entreprises, publiques ou non d'ailleurs, toutes les technostructures, de toute manière, sont toujours frileuses de ce qui est un peu innovant, de ce qui touche l'humain à la RSE, on en parle beaucoup,
on impose des obligations RSE à nos fournisseurs, mais quand il s'agit de pratiquer la RSE soi-même chez soi, c'est beaucoup plus difficile. Parce que la RSE, ça touche les engagements individuels. C'est pas que d'imposer à son fournisseur certaines choses. Il faut aussi se la pratiquer chez soi. Et là, ça devient un peu plus difficile. Et c'est ça le défi c'est votre défi à vous, étudiants en management public, vous allez devoir mettre en œuvre la RSE et c'est tant mieux, quoi. Et le plus vite possible. Et des dispositions sur la transition écologique et sur la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, je veux dire, vous avez intérêt de le faire. Enfin, on ne peut pas d'ailleurs faire autrement si on veut faire évoluer correctement notre niveau de vie puis la notion de progrès. Mais bon, si vous pensez que c'est un langage, que c'est du verbiage politique, vous verrez bien dans la vie active comment ça va se transformer. Mais ce qu'il faut, nous, en tout cas bon, dans le monde syndical, on est pour la reconnaissance à travers un parcours professionnel et des avancements. Celles et ceux qui s'investiront dans l'accueil de TIGIS, celles et ceux qui s'investiront dans le développement durable, c'est celles et ceux qui auront des idées innovantes en matière de recyclage, de lutte contre le gaspillage de l'énergie, ça devrait être reconnu dans leur parcours professionnel. Ça doit être valorisé, toute cette innovation en matière de RSE, développement durable, et aussi, notamment, utilisation de TIGIS. Mais pour cela, il y a des moyens, il y a des réflexions à avoir. Moi, le truc que je vous dis, c'est qu'il vaut mieux encadrer 3 tigistes plutôt qu'un seul. Ben, vous avez compris, parce que le temps consacré à 3, c'est plus facile qu'un seul. Donc, c'est des réflexions qui sont parfaitement basiques. Ce que je vous ai dit, il y a une bonne partie de choses, d'éléments qui sont des éléments, mais des éléments d'une logique vraiment, oui, ultra basique. Mais à mettre en œuvre, c'est à vous aussi, quand vous avez ce ressenti individuel, cette volonté de mener ces actions, c'est aussi à vous de persuader votre hiérarchie. Et c'est ça la tâche la plus difficile, finalement, pour vous. Ça sera ça. Moi, ça a été ça. Pourquoi pour vous, ça serait différent là-dessus? Ça sera vraiment de dire, moi, je veux bien le faire, ça m'intéresse, c'est un challenge qui m'intéresse. Et puis, en plus, franchement, cette aventure humaine, tutorer des tiges, c'est quand même une aventure humaine assez exceptionnelle. Alors, on peut risquer, si vous avez peur de risquer un échec, ben faites rien. Faites rien. N'évoluez pas. Restez dans le trou, et puis vous verrez, vous déroulerez peut-être, vous aurez un avancement de carrière à la moyenne, et puis quel sera votre sens dans votre métier? Ben, ça sera votre sens, parce que votre métier, ça sera juste une occupation, et vous vivrez ailleurs, en dehors de votre activité professionnelle. Bon, si vous arrivez à le vivre bien, tant mieux pour vous. Et après, si vous voulez donner du sens à vos 7h30, 8h par jour dans une entreprise, dans une collectivité, si vous voulez donner du sens, ben faites quelques propositions. Alors avec précaution, observez, analysez évidemment avant. En tout cas, la technostructure au départ n'est pas prête pour ce genre de dispositif, j'en suis convaincu. Elle n'est pas prête. C'est que par des initiatives individuelles qu'on modifie finalement une résistance collective. Petite question, Rémi. Est-ce que, j'ai pas tout suivi, je suis désolé, est-ce que tu as des peines, enfin, tu l'as peut-être dit, est-ce que tu as des peines lourdes, notamment est-ce qu'il y a du tige pour les crimes ou c'est des délits, alors des délits majeurs, mineurs, est-ce qu'il y a de la récidive? Et autre point, tu as parlé au tout début un petit peu des condamnations nombreuses et surabondantes qu'on a eues en tant que système français par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment, je pense, tu pensais aux condamnations pour traitement inhumain et dégradant. Est-ce que tu peux donner les limites du TIGE par rapport à cet article 2 ou 3 de la CEDH? Parce que ça, c'est quelque chose d'important, c'est le cadrage européen un petit peu du TIGE. Et pourquoi on n'a pas du... Alors ça, c'est la question que je pose à tous ceux qui parlent de SPIP et de ces questions-là, de peines alternatives. Pourquoi on ne peut pas finalement avoir, comme aux États-Unis, des gens qui cassent des cailloux sur le bord des routes, ou leur faire les routes, ou plus largement, enfin, en gros, tous les travaux un peu difficiles. Bon, alors, d'abord, nous, en France... Question volontairement provocatrice. Ouais. Bon, d'abord, nous, en France... depuis le magnifique reportage par celui qui a
révéler la réalité du bagne de Saint-Jean-du-Maroni, Albert Londres. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France a décidé de fermer le bagne. Alors, je réponds, c'est une moitié de caricature ce que je viens de vous dire, mais la France n'est pas favorable aux travaux forcés. Et effectivement, dans ce que tu décris, eh bien, on est à la limite. Alors, les États-Unis sont les États-Unis, que le Community Service Order soit né en 66 en Californie, c'est très bien, mais on ne prendra pas tous les Américains. Il vaudra mieux s'en garder. Et en matière pénale et d'incarcération, je pense que s'il y a un mauvais exemple, c'est celui-là. Et effectivement, le TIG, je n'ai pas dit par hasard qu'il avait été mis en place par Badinter, mais je n'ai pas dit par hasard non plus que fait exceptionnel, ça avait fait l'objet d'un consensus. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce consensus politique existe. Quand j'entends un parlementaire dire que pour les courtes peines, il faut mettre en prison, je pense qu'on revient en arrière. Je pense que la démagogie a pris une sacrée vitesse et que les conneries d'avant la fin du bagne de Cayenne ont tendance à revenir à grande vitesse. Donc, le TIG doit être appliqué que pour des peines qui relèvent contravention de 5e catégorie, je vous l'ai expliqué, dégradation, mais pas des crimes. Évidemment, toutes les peines qui risquent de tomber aux assises, vers 5 ans et plus, ne peuvent pas faire l'objet du TIG. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le terme justice, il y a sanction. Et immédiatement après, il y a préparation et surtout réinsertion. Et c'est là toute la difficulté. Moi, je crois que j'ai rencontré il y a 15 jours le directeur de la prison de la Santé. Lui, il s'arrache les cheveux. Il peut démettre la parterre, il y en a à la prison de la Santé. On a eu le directeur interrégional et Patrick Fleury-Mérogis qui nous a fait une conférence juste l'année dernière. Et donc, vous comprenez que la question, c'est plutôt numerus clausus. C'est-à-dire qu'on ne doit pouvoir aujourd'hui incarcérer quelqu'un que si on est en place. Il y a deux solutions. On construit des prisons, mais il ne faut pas non plus faire une course incarcération-prison, parce qu'au lieu d'en avoir 80 000, bientôt on va en avoir 100 000. Mais en plus, quand on fait des prisons, c'est très bien, évidemment, bon, les violeurs, les tueurs, les assassins, vous direz, on ne va pas leur faire faire ni des tiges, ni les libérer au bout de 5 ans. Mais il y a quand même un état d'esprit qu'il faut garder en tête, c'est que chaque fois qu'on met quelqu'un en prison, il faut toujours qu'on pense à la réinsertion. Parce que la personne qui rentre en prison, elle sortira un jour. Et notre problème, c'est qu'on a vraiment un souci pour la réinsertion. Et quand on a des tueurs qui récidivent, on peut dire que c'est vraiment un échec. Donc, la clé, c'est que la société ne doit plus considérer le sujet de la justice, de la prison, comme un sujet tabou. Directement ou indirectement, ça nous concerne tous. C'est très difficile de le dire comme ça fait un peu la palissade, je balance ça, c'est un peu, ça semble moralisateur. Mais c'est un sujet profondément politique et citoyen, la justice et l'incarcération. Quand vous pensez à mettre quelqu'un en tôle, sachez bien que après, vous devez vous poser automatiquement la question de la réinsertion. Alors évidemment, dans un temps immédiat, ça vous est impossible. Votre famille a connu quelqu'un qui a été martyrisé, violé, assassiné. La vengeance, la notion de justice devient vengeance. Quand vous êtes personnellement touché, c'est logique. Mais la collectivité, la République, qui doit dire la justice, eh bien, elle doit penser collectivement, et souvent individuellement, on doit repenser à la réinsertion. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés dans leur chair, dans leur famille. Parfois, on dit, mais comment ça se fait qu'ils réagissent comme ça, et ils se disent, bon, demain, la personne qui a fait ça, elle sortira. Et il y a des gens qui acceptent tout ça. Mais ils acceptent parce que c'est aussi la réalité de la vie. C'est qu'à l'issue de chaque incarcération, il faut aussi penser à la réinsertion. Si on n'y pense pas, on fabriquera des fauves qui, lorsqu'on les relâchera, récidiveront à nouveau.
Mais ça, c'est vraiment un sujet qu'on doit toujours garder à l'esprit. Je rebondis, tu poses la question de l'ordre social, donc nécessairement le cadre de la justice rétablit l'ordre social, donc il faut y penser, et de l'état de nature, l'état de guerre de tous contre tous, qui peut recréer par un excès ou une mauvaise utilisation des systèmes, on va dire, d'incarcération, en ne pensant pas justement à la sortie. Alors, j'allais te poser, je brûle d'envie de te poser cette question. Est-ce que le cas de Patrick Henry ne dément pas un peu, ou est-ce que ce n'est pas le caillou dans la chaussure de ce système qui est quand même très convaincant quand même? Moi, je suis un admirateur de Robert Badinter. Alors, ça va être dur de me positionner. Je pense que c'est très dur face à des crimes, c'est très dur de penser à la réinsertion. Mais l'idée de réinsertion face à des crimes, elle vient dans un second temps. Et ce n'est pas excusé. Je voudrais surtout qu'on comprenne que la réinsertion, ce n'est pas l'excuse du crime. Ce n'est pas l'excuse du crime. La personne a payé sa dette. Évidemment, quand vous êtes touché, vous considérez qu'elle n'a pas été condamnée à une peine assez lourde. Peut-être. Mais immédiatement après, je le répète, après la peine, il faut réinsérer. Il faut réinsérer et puis, franchement, regardez ce qui se passe. Je veux dire, on ne va pas se retrouver aux États-Unis ou en Iran. Je sais bien que c'est deux régimes très différents, mais regardez bien les États qui continuent de pratiquer la peine capitale. Regardez bien le taux de délinquance dans ces États. Regardez bien la situation de la délinquance dans certains États qui continuent de considérer que les peines les plus dures, y compris la pire qui soit, la peine capitale, sert la réduction du taux de délinquance, sert la réduction de la violence dans les sociétés. Vous regarderez, vous observez bien les statistiques. Tous les pays qui pratiquent la peine capitale, où les taux de délinquance sont plus élevés. Alors, quand on ose dire que, par exemple, la peine capitale est un outil majeur pour réduire la délinquance la plus violente qui soit, regardez bien. Il n'y a même pas besoin de regarder très longtemps. Donc après, c'est une histoire de dignité et d'éthique. L'éthique, elle est toujours individuelle, je le répète, c'est comme l'utilisation d'une pige. L'éthique collective n'existe pas, c'est comme la résistance. Et comment ça a commencé? C'est quelques individus. Après, ils sont groupés. Mais au départ, l'éthique n'est qu'individuelle. Ceux qui vous parlent d'éthique collective, c'est de la novlangue, parfois algérienne. Mais et comment tu expliques cette corrélation taux de délinquance élevé, peine de mort? La peine de mort devrait faire peur aux délinquants. Si on suit les théories de base de la peine de Cesare Beccaria, qui est à la base, tu connais un peu ce philosophe qui a écrit sur le côté de la peur de la peine par rapport à l'avantage de ne pas commettre le délit. Donc ce calcul en permanent qui est fait par le délinquant. Comment on explique que ces peines lourdes, qui sont parfois inhumaines et dégradantes, clairement, voire même au-delà, torture, ne font pas peur et continuent à donner des troubles à l'ordre sociaux aussi importants dans ces pays? Ils ne font pas peur, d'abord parce que quand on regarde encore l'exemple américain, qui est formidable en la matière, la peine de mort, ça condamne les innocents surtout. C'est que il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans les couloirs de la mort, qui ont été jugées dans des procès qui n'ont pas vraiment respecté les droits de la défense. Comment la peine capitale peut servir de repoussoir, sachant qu'au départ, certains condamnés à la peine capitale n'ont pas été jugés comme il le faut? Enfin, franchement, moi je me pose aussi la question, mais je pense que face à quelqu'un de déterminé, la peine capitale ne décourage pas le crime. Ce qui peut décourager le crime, c'est une correction, une insertion, une éducation. Lorsqu'on parle de justice réparatrice, c'est facile pour le tige, mais après on parle aussi de justice éducative. Alors après, évidemment, il y a les traitements psychiatriques, etc., mais tout en restant dans une éthique de respect de la personne humaine. C'est pas parce qu'un criminel a été odieux qu'il faut que la société soit odieuse. Mais bon, c'est vrai que c'est une réflexion qu'il faut que chacun intègre.
un choix philosophique de société aussi en fonction des pays, des religions, des mœurs de ce pays, etc. Puis les Américains peuvent avoir des peines de 250 ans parce qu'ils ont cumulé des peines. Donc s'ils commettent 3-4 délits, un crime, ça cumule, on peut sur 190, 250 ans, ce qui est complètement con. C'est cela. Dans la symbolique, c'est pas con pour les Américains. Voilà. Donc s'il n'y a plus aucune question. Plus de questions, c'est sûr? À distance aussi? Eh bien, adjugé. Merci infiniment, Rémi. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci. Merci, bonne soirée. Merci en distanciel.
utilise, si tu veux,